après avoir discuté des causes à effet de la Première Guerre mondiale, qui s'est poursuivie dans la Deuxième Guerre mondiale, poursuivie 25 ans plus tard en soi, eh bien, je vous présente aujourd'hui le récit de 5, en fait, je dirais 4 vétérans et une personne, on pourrait dire officier, adjudant. Un membre actif? Un membre actif, bon voilà, on vient de le dire, avec un membre actif au sein des forces de l'armée canadienne. Alors, on va parler ici aujourd'hui des différentes associations au niveau de la guerre, les récits en soi de chacune des personnes. Maintenant, j'aimerais mettre en lumière le cheminement des vétérans qui a amené à prendre la décision à s'enrôler et d'accepter de quitter leur famille pour aller au combat. Et pour ce faire, eh bien, on a différentes personnes autour de la table. Je vais vous les présenter à chacun. Alors, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Yves Trudeau. Moi, j'ai fait ma carrière comme agent de la Sûreté du Québec. Et je suis allé en mission en Haïti en 2005 pour la une mission de stabilisation d'Haïti pour des élections lorsqu'Aristide a quitté. OK. Excellent. Et vous? Moi... Attendez, on va y aller avec ça. Désolé. Moi, je m'appelle Étienne Roy. J'étais un technicien véhicule pour les Forces armées canadiennes et j'ai été déployé en Afghanistan de août 2007 à mars 2008. Merci. Et vous? Pour ma part, je suis l'adjudant-maître Jean-François Gouin, membre actif des Forces armées canadiennes au 34e régiment de génie de combat, détachement à Rouyn-Noranda. Je me suis enrôlé en 99. J'ai été déployé en Bosnie en 2002, en 2004 et en Afghanistan en même temps qu'Étienne en 2007-2008. Merci. Monsieur? Moi, je suis Alexander McDonald. Je suis un vétéran de la Corée, de la guerre de Corée. Je me suis enrôlé, j'avais 14 ans. J'étais orphelin, pas de famille. J'ai fait mon entraînement à Valcartier. J'étais avec le 2e bataillon, Royal 22e régiment. Le basic training, c'était à Valcartier. Ce qu'on appelle l'advanced training, la formation avec les armes et tout ça, c'était à Fort Lewis, Washington. Parce qu'ici au Canada, on n'avait absolument rien après la guerre. C'était en 1950. Donc, j'ai parti de Seattle, Washington, pour aller en Corée le 19 avril 1950. Je suis arrivé en Corée, je pense que c'était le 4 mai. En tout cas, ça a pris 14 jours sur un navire. Et c'était un navire, c'était un troop ship. On est 4 bunks, un par-dessus l'autre. C'était renfermé pas mal. On prenait une douche par semaine. Quand vous étiez chanceux? On était chanceux. Tout le monde était malade. Mais arrivé en Corée, c'est là qu'on a commencé à travailler comme des soldats. Bien, merci beaucoup. On va pouvoir en parler un petit peu plus après. Oui. Et pour vous? Bonjour, moi je m'appelle Daniel Vier. Moi j'ai servi dans la marine des Forces armées canadiennes à Victoria en Colombie-Britannique sur le HMCS Mackenzie, qui est un destroyer. 4e escadron qui se trouvait être un escadron d'entraînement pour officiers. Entre 200 et 240 hommes d'équipage. J'étais opérateur radar et j'étais technicien en électronique tactique. OK. Puis, moi, dans mon service, on n'a pas fait d'émission, mais on est allé en manœuvre pendant 3 mois en Amérique du Sud avec l'OTAN. OK. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai une première question pour vous. Moi, là, ça me chatouille, là. C'est quoi qui vous a incité à vous enrôler dans l'armée? On peut commencer par celui qui est toujours en fonction. Pour être honnête avec vous, dans le fond, j'ai plusieurs membres de ma famille qui ont... Attendez, on va recommencer. Donc, pour être honnête avec vous, j'ai plusieurs membres de ma famille qui ont été dans l'armée, ce qui a probablement eu une influence sur moi, bien sûr. Puis après ça, ça a été le désir de vouloir me dépasser.
j- le désir d'accomplissement, de dépassement de soi. Puis, comment je dirais bien ça? Le vouloir de servir le pays. Puis, on était jeunes et fous aussi. Donc, l'armée semblait être une bonne alternative pour un jeune comme moi en 99. Là. OK. Absolument. Ça vous faisait pas peur, la discipline, l'encadrement, toutes ces choses-là? Je dois vous avouer que pour joindre les Forces armées canadiennes, c'est sur une base volontaire. Donc, OK. j'étais prêt à le faire. Mhm. Puis, j'imagine que, d'un autre côté, j'avais déjà une certaine base de discipline qui m'avait été inculquée par mes parents, par mon entourage, les figures marquantes de mon enfance, qui ont fait que c'était pas tellement une problématique dans mon cas, la discipline, non, vraiment pas. Hmm. Et là, vous êtes toujours actif au sein de l'armée. Absolument. Et est-ce que c'est quoi exactement que vous faites, vous, là, comme rôle? Là? Moi, je suis le sergent-major, dans le fond, de l'unité à Rouyn. Mon rôle à moi, c'est de m'assurer, justement, au niveau de la discipline pour les jeunes, faire sûr qu'ils se présentent avec un uniforme qui est adéquat, qu'il soit beau bonhomme, belle bonne femme, on peut dire ça un petit peu comme ça. Mais sur l'autre côté, je dois aussi m'occuper de m'assurer de leur bien-être. Donc, si un des membres de l'unité a des difficultés quelconques, ben ils peuvent me contacter en tout temps. Je suis un peu comme leur père ou leur mère, si on peut dire, là. Mais je suis toujours là, prêt à les aider. Puis, si j'ai pas la capacité de les aider, ben je suis capable de les rediriger vers les bonnes ressources. Fait que c'est pas mal ça mon rôle au sein de l'unité, là. Comme M. McDonnell, un peu, qui a dit un peu plus tôt que lui, il s'est enrôlé à l'âge de 14 ans. Oui. Aujourd'hui, y a-t-il un âge requis? Aujourd'hui, c'est 16 ans, puis on va avoir 17 ans dans l'année qui suit, quelque chose comme ça. OK. Puis, avant l'âge de 18 ans, ça prend l'autorisation parentale. OK. Est-ce qu'il y a des études à faire avant de s'enrôler? Oui, mais je ne suis pas très au courant. Aujourd'hui, c'est secondaire 3 avec un certain nombre de crédits. OK. Mais je vous référerais plus vers le centre de recrutement à Rouyn-Noranda, qui font des séances d'information à tous les mardis soirs. Sinon, le sergent Colin Laurando-Lebel serait vraiment la bonne personne pour répondre à toutes ces questions-là pour ce qui est de l'enrôlement, là. OK. Bien, merci beaucoup pour les informations. Ça me fait plaisir. Maintenant, de votre côté, est-ce que pour vous, vous étiez volontaire? C'était quoi? Pourquoi? Là? Qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler? Oui, moi j'étais volontaire, un peu comme le John Matt-Gouin. Moi, mon père était militaire aussi. Mon père était mécanicien, comme technicien de véhicule, le même métier que j'ai fait. Mais lui pour la force aérienne. Parce qu'avant 1968, chaque élément était séparé. Donc, la marine était la marine, l'armée était l'armée, l'armée de terre, et l'aviation était l'aviation. Donc, mon père était dans l'aviation, mais il a fait, en 69, il a fait une mission à Allert. Donc, c'est le point le plus au nord où habité au monde. Puis, ça m'a toujours comme intrigué. Quand j'étais jeune, j'ai été dans un cadet aussi. J'aimais ce genre de vie-là, cette discipline-là, tout. Puis, ça a été, après mes études, j'ai fait des études en foresterie. Puis, après mes études, j'ai eu un décès dans ma famille. Puis, je me suis dit, ben je veux pas avoir de regrets, et j'aurais donc dû. J'ai dit, je vais l'essayer. J'ai un contrat de 3 ans. Si ça marche plus, je ressors, je retourne dans le bois. Pas de problème. Mais j'étais comme un poisson dans l'eau. Pour moi, l'armée, c'était facile. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours adoré ça. Donc, mon cours de recrue s'est très bien passé. J'ai sorti avec deuxième de cours. J'ai été aussi sur mon cours après de mécanique. Ben, j'ai sorti premier de cours. Donc, c'est sûr que
je m'impliquais, mais c'était facile pour moi. C'était un mode de vie pour moi qui me collait à la peau. C'est vraiment ça. Puis, un peu comme John Matt a dit, puis je suis sûr que M. McDonald va le dire aussi, il y en a, Alex, il l'a dit avec le bateau, les banques, il y a beaucoup de proximité, mais tu crées des liens que je n'ai jamais réussi à refaire dans le civil. On a des relations interpersonnelles qui se construisent qu'on n'a pas. La première fois que tu es sous le feu de l'ennemi avec ton partenaire, c'est sûr que ça met les liens un peu, ça tisse les liens un peu plus forts. Définitivement. Puis ça reste normalement jusqu'à la tombe. Ouais. Bien, merci beaucoup. Très intéressant. Avant de continuer, cette question-là m'amène, puis vous l'avez répondu, Étienne. Avez-vous tous été dans les cadets avant d'aller dans l'armée? Oui. Non. Non. Non? Oui? Mais non. Non? À votre époque, ça existait-tu, ça, les cadets? Je ne crois pas, non. Il n'y avait rien de ça. La guerre venait de finir, ça faisait 5 ans. Et puis au Canada, ça n'existait pratiquement pas. Non. OK, c'est ça. Donc, si on s'en va à vous, là, pourquoi vous avez un peu répondu tantôt, vous étiez orphelin. Oui. Et à partir de là, vous étiez sans famille, puis vous vous êtes dit, peut-être Je voyais que je peux aucun me créer une avenir famille. pour moi, là. Ça fait que là, que la guerre s'est déclarée, j'ai dit quand c'est une opportunité. Je cherchais un peu l'aventure aussi. J'étais aventureux même si j'étais à cet âge-là. Et puis, vu que j'avais 14 ans, j'étais grand quand même. J'avais 5 pieds 11, 140 livres peut-être. Donc ma soeur a signé comme de quoi j'avais 18 ans. Et puis, il m'a accepté, sans aucune question, ben oui. Donc, il n'y avait pas d'âge nécessairement à cette époque? Il fallait avoir 18 ans. 18 ans? Puis, mais avec la grandeur que vous aviez... J'ai compté une petite menterie. J'ai continué par après. Vous avez continué votre menterie? Ben oui. Mais moi, je ne regrette pas. Ça a été pour moi une opportunité de faire une vie qui avait beaucoup de bon sens par la suite. Lorsque j'ai sorti de l'armée, après 3 ans, j'ai rentré dans la milice, la réserve, pendant 14 ans, ou 15 ans, jusqu'au grade d'officier. Je suis devenu lieutenant. OK. Donc, parti de rien, devenir lieutenant, c'était quelque chose. Bien oui, surtout que vous voyez que votre vie à l'âge de 14 ans s'en allait nulle part, puis que là... Ça m'a donné un énormément de confiance en soi. Ouais. Le fait que j'ai fait l'armée puis que j'ai réussi. Et puis, ça a été une bonne chose pour moi. Bien, en tout cas, vous avez de l'air à avoir bien réussi avec toutes les médailles que vous portez aujourd'hui. On va pouvoir en parler un peu. C'est des médailles après. de campagne, Oui. campagne. Campagne. Il ne faut pas oublier aussi que si vous regardez la couleur... Attendez, vas-y, si on faut regarde la couleur. pas oublier, si on regarde la couleur du béret à Alex, il est marron. Puis juste en haut de ses médailles, il y a des ailes. C'est un parachutiste. Ah, OK. Donc, c'est pas... comment je pourrais le dire? C'est pas juste un simple soldat, c'est un soldat d'excellence. D'élite. Wow. C'est un soldat d'élite, exact. Donc ça, Je cherchais l'aventure. vous avez omis de nous mentionner ça, là. C'était important, Les quand même. citoyens Pour moi, lambda, oui. peut-être ne le sait pas, mais pour un collègue, on a quand même beaucoup de respect pour le béret marron et Et la les plume, ailes, ailes surtout avec les ailes blanches. La feuille d'érable, elle est blanche. Donc ça veut dire qu'il était un membre actif. Il n'a pas juste fait le cours de parachutiste, il était dans une unité de parachutistes. Wow. C'est de quoi de plus. Wow. C'est mon grand regret de ne pas avoir fait mon cours de parachutiste. Bon. C'était très excitant. Oui. Le cours de parachutiste, c'était très excitant. Là, je vois que vous êtes tous pas mal bilingues. Vous avez appris l'anglais dans l'armée ou vous saviez l'anglais avant? Moi, je parlais les 2 langues. Oui. Oui. Cours de langue
Cours de langue? Oui. Oui? Oui. Dans l'armée? Ah oui. Oui? Oh, oui. OK. Dans les Forces armées canadiennes, le cours de langue, lui, il est obligatoire. OK. Tout dépendant du métier que tu as, le cours d'anglais, il est plus ou moins intensif. Mhm. Si je te donne un exemple, tu es un commis, admettons, à la paye, mais ton cours d'anglais ne sera pas aussi intensif comme moi quand je l'ai eu quand j'étais opérateur à d'or, j'étais technicien. Puis ça dépend de la cote aussi. Es-tu confidentiel, secret, top secret? Tu sais, fait que ça aussi, là, ça a un impact. Là. Mais moi, c'était, après mon école de recrue, c'était 3 mois de cours d'anglais à Saint-Jean. Puis après ça, j'ai transféré 3 mois à Halifax. OK. En quelque sorte, on n'a presque pas le choix, surtout quand on s'en va sur le terrain de l'ennemi, dans des pays où c'est pas mal une autre langue et la langue officielle, c'est pas mal l'anglais. C'est parce qu'au C'est-tu à cet Canada, effet-là? c'est parce qu'au Canada, on est rendu un pays bilingue. OK, Fait c'est que dans ce c'est sens-là. juste, fait que c'est ça. Fait que tu parles français et anglais. Les anglophones apprennent le français aussi. Oui, OK. Mais très peu comparé à nous. Là, OK, parce OK. qu'évidemment, là, la langue de travail est l'anglais. Ouais, De c'est toute ça. façon, la majorité aussi, effectivement. Ouais. Mais aussi, auparavant, dans les Forces armées canadiennes, le cours de langue était obligatoire. Quand mon père est rentré dans l'armée en 65, s'il ne passait pas l'école des langues, il se faisait sortir de l'armée. Ah oui, Ah tant oui. ça. Mais aujourd'hui, il n'est plus obligatoire, mais il est comme moi, exemple, moi j'étais spécialiste en machinerie lourde, en machinerie de déminage. Ben mon cours de machinerie lourde ne se donnait qu'en anglais. Puis la machinerie de déminage, je l'ai faite à Fort Leonard Wood aux États-Unis, donc là-bas. Puis le John Maître et moi, quand on était en Afghanistan, si on était obligé de faire un appel pour Air Medevac, c'est l'hélicoptère pour les blessés, OK. tout est en anglais. Ah. Parce que c'était les Américains et les Britanniques qui nous donnaient l'Air Medevac. Donc, c'était anglophone. OK. L'artillerie, vu qu'on avait notre propre artillerie avec le groupement tactique du 3e bataillon, on avait l'artillerie en français, mais l'Air Medevac était seulement en anglais. OK. Puis, on était 37 nations, les ondes étaient en anglais. OK. Ouais. Bien, merci pour Dans la l'explication. marine, tout est en anglais aussi. Tout est en anglais Oui, aussi. absolument, oui. Et vous, pourquoi vous êtes enrôlé? Moi, je me suis enrôlé. Moi, j'ai gradué ici à la Polyvalente La Forêt en 86, parce que je suis originaire d'Amos. OK. Puis, à l'époque, il y avait seulement qu'un salaire qui rentrait à la maison. Ma mère était toute seule à faire vivre 3 enfants. Puis, il n'y avait pas grand-chose qui me tiquait quand que j'ai fini, tu sais, ni au collégial, ni... parce que dans le temps, on appelait ça des professionnels longs, des professionnels courts. Oui. Fait que, ben, j'ai dit, OK, tu sais, je vais rentrer. Tu sais, je me suis dit, ben, je vais essayer l'armée, moi aussi. Fait que c'était un peu côté aventurier aussi. J'avais choisi la marine parce que je voulais voyager, je voulais voir du pays, ce que j'en ai vu. Puis, c'était à peu près ça. Sinon, j'ai tout appris sous le tas, moi, la discipline. Et j'en savais rien de ça. Puis, quand que je suis arrivé à l'école de recrue, le dimanche au soir, bienvenue tout le monde. Là. Ça fait que ça a commencé là. Mais, Ça a commencé. ouais, mais moi, j'avais pas personne. Au contraire, dans ma famille, moi, j'étais le premier qui faisait des Forces armées OK. canadiennes. Là. On ne voit pas le danger, tu sais, quand on s'enrôle, on ne voit pas le danger face à ce qu'on pourrait aller au combat. Ben, la simple et unique raison qu'au départ, tu ne vois pas le danger parce que tu n'es pas là. Tu sais, quand on rentre dans les Forces armées canadiennes, là, une fois qu'on a passé le centre de recrutement, c'est l'école de recrues, l'école des langues. Tu vas faire ton métier, ton cours de métier. Puis après ça, tu as ton posting, tu as ton affectation. Ah, d'accord. Fait que là, c'est rendu là à ton affectation que là, tranquillement, pas vite, que là, tu commences à voir les moins vertes et les moins mûres là, du système C'est militaire ça. et de la vie militaire en soi. Là. Parce que la première année, anyway, de toute façon, pour pas mal tout le monde, il n'y a rien qui se passe autre que des formations. OK. Bon, bien, merci beaucoup pour les Vas-y. informations. Maintenant, pour vous, vous n'avez pas été nécessairement dans les forces d'armée. Vous Oui. êtes un policier. Oui, vous avez été aussi? Oui. J'ai fait 9e génie de campagne à Rwanda. Ah, OK, J'ai fait d'accord. mon cours de recrue là OK. en 82. En 82, je suis parti pour le cégep à Trois-Rivières. J'ai été transféré au 12e régiment blindé milice à Trois-Rivières. Et en 84, j'ai dû le quitter, puis, vu que je rentrais à Nicolette. Par la suite, je suis travaillé comme policier dans la région de Montréal, puis je suis venu travailler à la SAR. Après ça, je suis rentré à la Sûreté du Québec. Puis mon premier posting à la Sûreté du Québec, fut aux Îles de la Madeleine.
OK. Puis aux Îles-de-la-Madeleine, je suis rentré comme officier civil pour les cadets de la marine. Ah, d'accord. Puis par la suite, quand j'ai quitté les îles, la vie a fait que j'ai dû laisser pour une famille aussi. Et j'avais 40 ans. En 2005, quand je voulais aller en mission. Puis Haïti s'est offert. Ça fait que j'ai décidé d'aller. J'ai appliqué pour aller en Haïti. Mais c'est quoi qui vous a poussé à dire j'ai une famille, mais je veux aller en mission? C'est quoi le. C'est plus fort Comment est-ce que. qu'on ressent ça? C'est plus fort que nous autres. On veut faire de quoi? OK. C'est quelque chose qui est en dedans. On dit c'est l'aventure. OK. Ouais. C'est vraiment l'aventure. Oui. Est-ce qu'on a tendance à se dire, bien, on veut changer le monde ou on veut servir, on veut aider? Est-ce qu'on pense que l'autre pays est assez dans le pétrin ou on veut s'immerser dans ce pays-là pour venir l'aider? Comment est-ce qu'on voit ça? Bien, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça? Moi, c'était une mission de paix avec les Nations unies. C'était pour aller... mes fonctions, au début, j'étais posté à Miragouane, mon premier posting en Haïti. J'étais technical advisor, un conseiller technique pour la police haïtienne. OK. Et par la suite, mes derniers 6 mois, j'ai travaillé comme instructeur à l'Académie de police en Haïti. OK. Et votre famille est restée ici, elle, ou Oui. était déménagée avec vous? Non, c'était en milieu de guerre. Là, Ouais. Les journées, on voyait arriver parce qu'on était jumelés avec des policiers d'autres pays. Donc, il y avait plusieurs nations, mais il y avait déjà du paramilitaire, là. Et on regardait revenir des gars avec les véhicules blindés, puis on comptait les impacts de balles qu'il y avait eu sur les véhicules blindés durant la journée. Wow. On se faisait tirer dessus de temps en temps, oui. J'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce qui vous a on va dire de façon positive, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de façon positive, étant dans l'armée, exemple? On va y aller avec vous. Pour ma part, encore une fois, c'est vraiment un peu comme Étienne disait tantôt, la camaraderie qui se crée, le lien d'attachement avec les gens que tu côtoies. Ça devient plus qu'un simple partenaire ou c'est plus qu'une job, ça devient une famille. C'est vraiment une famille. Puis, avec ces gens-là, encore comme Étienne a dit tantôt, il se développe des liens tellement serrés. On peut passer des années sans se voir, un peu comme moi et Étienne. Ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas vus. Quand je l'ai recroisé l'année passée pour la parade du souvenir, justement, j'étais tellement heureux de revoir un visage que j'avais pas vu depuis pratiquement 12 ans. Puis j'avais pas besoin de lui mentionner ou ça coulait tout de suite. Puis il y a vraiment des liens qui se créent qu'on retrouvera probablement jamais au civil, encore une fois, comme il l'a dit. C'est, pour ma part, en étant encore actif, je continue à toujours créer des nouveaux souvenirs. Puis c'est plus qu'une simple job. L'armée, c'est un mode de vie. C'est une passion. Pour ma part, encore une fois, c'est peut-être même des fois un échappatoire. À la maison, j'ai 8 enfants. Wow! Félicitations! Je travaille déjà beaucoup. Puis, avec l'armée, ben quand on me dit « Adjudant-maître, allez-vous être là pour le champ de tir en fin de semaine? » Je dis « Oui. » « Vous êtes sûr? » Je dis « Oui. » Parce que j'aime ça. J'en mange de l'armée depuis que j'ai 17 ans. Je vais avoir 40 ans. Je continue à en manger. C'est certain qu'à un moment donné, il faut faire certains sacrifices, par contre. Des fois, c'est la famille. Des fois, c'est la deuxième famille. Mais j'ai vraiment des très bons souvenirs par rapport à l'armée. On pourrait en parler très longtemps, mais on va finir par manquer de temps.
C'est ça, bien merci. Et justement, je vais aller à vous, Étienne. Cet attachement-là c'est de la camaraderie totalement là, que vous vivez ensemble là, et qui ne se perd pas à un moment donné. Là. Non. C'est parce que c'est ça, là, un peu l'épisode où ce qui était drôle l'année passée. Parce que moi, j'ai quitté, ma femme est européenne. J'ai déménagé en Europe. J'ai resté 10 ans là-bas quand je suis sorti de l'armée. Okay. Parce que je ne pouvais pas me faire transférer en Allemagne. Ah non? Donc, quand on est arrivé ici, j'ai dit à ma conjointe, je voulais aller faire la parade du souvenir et tout ça. Puis j'ai dit, je sais pas si je vais connaître quelqu'un. Elle dit, ben voyons donc. Elle dit, tu viens même pas d'ici. Tu ne connaîtras pas. Fait que quand je suis arrivé, il y avait la gang de la Légion des vétérans. J'avais contacté le président. Puis il m'a dit, viens avec ta médaille, avec ton béret, t'es mérité, viens-t'en. Fait que je vois là, je vois le gars qui s'occupait de nous autres pour nous marcher, parce qu'on a, pour les vétérans aussi, la Légion, on a un petit groupe, on fait la parade aussi. Mm-hmm. Il me dit, c'est toi le gars d'Amos? J'ai dit, oui. Puis j'entends de l'autre côté, il dit, Tiraille, qu'est-ce que tu fais ici? Fait que c'était l'adjudant-maître Gouin, il me dit, tu te rappelles-tu encore comment faire une parade avec un drapeau? Il nous manque un porteur de drapeau pour la Légion. Je dis, ben oui, ça fait longtemps, mais... Fait que c'est un peu comme ça. L'autre fois, j'ai été pour la fête d'un de mes amis à Ottawa, qui est rendu lui aussi adjudant-maître. Sa femme lui a organisé un surprise party pour ses 50 ans. Ça faisait depuis 2014, je ne l'avais pas vu. C'était mon partenaire en Afghanistan sur la remorque. J'ai fait la majorité de mes sorties avec lui. On était l'équipe qui a sorti le plus. On en avait au-dessus de 35. Puis, quand on s'est vu, il m'a dit ça se peut pas, c'est un rêve. Puis c'était, comme il a dit, c'était comme si c'était hier. Puis il dit hey, regarde, on a tellement de choses à se raconter, puis des anecdotes. Puis Alex, il pourrait vous en dire aussi. Il y a toujours des choses que pour un civil, il voit ça, il dit mon Dieu Seigneur, hey, vous avez manqué mourir ou manqué ci. Mais c'est manqué. On est encore là, on est peut-être un morceau. Ben oui, il nous est arrivé des choses, comme Romain dit, on manquait de temps pour tout compter, mais c'est ça, c'est des anecdotes qui arrivent et tout ça. Mais je crois que les policiers, les pompiers, les ambulanciers, ils ont aussi des... Pourquoi qu'ils veulent aller faire? Parce que c'est quand même assez demandant comme métier. C'est quand même aussi... Les policiers, c'est dangereux. Un pompier, c'est dangereux. Tu vas au feu. Pourquoi qu'ils veulent le faire? C'est l'aventure. C'est le mode de vie. C'est vraiment ça. Ben, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça m'amène à dire il faut trouver un certain équilibre au travers de la famille, la deuxième famille, comme vous l'avez dit. Est-ce que, pour vous, bon, vous n'aviez pas de famille, vous avez dit, mais vous avez trouvé une famille dans l'armée, là. Donc, c'était... Qu'est-ce qui était le plus marquant pour vous, de façon positive? Ce qui est marquant pour moi, c'est que la guerre de la Corée, on a eu 550 tués en action, des soldats. On a eu aussi 1200 blessés gravement. 30 qui furent pris prisonniers. Je me suis regardé puis j'ai dit, Chris, moi je suis invincible. Comment ça se passe, ça? Ça développait une confiance en soi dans moi. Puis j'ai dit, je suis capable de faire beaucoup si je veux réussir dans la vie. Ça fait que lorsque j'ai fait mes 3 ans dans l'armée active, je voulais continuer. Parce que, à cause de la camaraderie. J'ai rentré dans la milice, le 9e escadron. J'ai passé 15 ans là. Et puis pendant toutes ces années-là, j'ai fait des études parce que je voulais progresser, je voulais faire de quoi. Et c'est ça que l'armée a fait pour moi. Et je voulais en donner en retour. Les 15 ans que j'ai passé dans la milice, j'ai fait tous les rangs. Sapeur, lance-caporal, caporal, sergent d'état-major, sergent-major et jusqu'à lieutenant. J'ai laissé, parce que la compagnie Noranda, pour qui j'ai travaillé 45 ans, m'ont transféré à Valleyfield. C'est là que j'ai... Sans ça, je serais resté peut-être encore s'il m'a regardé. Mais c'était une belle façon pour vous de grimper les échelons. Oui. Et puis, ça m'a donné la confiance en moi.
Fait que j'ai poursuivi mes études pendant une dizaine d'années. 2 soirs par semaine, puis les fins de semaine. Et puis, quand j'ai laissé Narendra, j'ai été directeur des programmes de formation pour tous les employés à tous les niveaux. OK. Ça fait que pour l'Est du Canada, donc, l'armée, c'est ça que ça fait pour moi, l'armée. Mais c'est vraiment intéressant. Bravo, félicitations pour vous. L'événement le plus marquant de façon positive, qu'est-ce De que vous façon avez? positive. Oui. Ben, c'est sûr que dans la marine, évidemment, là, comme tous les autres corps de métier, c'est sûr que la camaraderie est très forte. Et elle était encore plus forte parce que quand tu es 200 gars à bord d'un destroyer, tu as les gars d'en face matin, midi, soir, on prend notre douche, on joue à la guerre, on pratique à la guerre, on fait des manœuvres. Comparativement aux autres unités des Forces armées canadiennes, la marine, elle débarque pas. C'est comme j'expliquais à Étienne hier soir, justement, au téléphone. Là, nous, on apporte le support aérien pour que les troupes puissent embarquer sur la terre. On continue à donner du support aérien pour que l'aviation puisse prendre possession des terrains, pour qu'eux autres puissent, après ça, prendre le support aérien puis protéger les gars en bas. Une fois que c'est fait, nous autres, on reste encore sur le bateau, mais on surveille les bateaux. Y a-tu des sous-marins, c'est ça, c'est ça. Fait que oui, la camaraderie était extrêmement forte, que ce soit francophone ou anglophone, parce qu'à un moment donné, il y a comme plus de différence. Là, je veux dire, on sert à la même unité, on sert à une même mission, une même portée. Fait que pour moi, ça, c'était ça là, qui était vraiment là, quelque chose de marquant. Puis en même temps, ça l'est marquant parce que dans la marine des Forces armées canadiennes, c'est l'unité où il y a plus d'entrées et sorties. Fait que les gars ne restent pas longtemps dans la marine. Ils font 3 ans, 6 ans, la plupart, puis après ça, ils sortent. Ça fait que, comme Étienne, comme pas mal de vous autres aussi, moi ici, là, admettons, on était à peu près 5 ans, 7 ans. À peu près une fois par année, on descendait à Montréal, toute la gang, on se voyait là. Je me rappelle d'avoir vu des visages de conjointes, là, puis on n'avait même pas besoin de... On n'avait pas besoin de parler une demi-heure, on savait tout de suite, ça cliquait tout de suite, puis tu sais, là, c'est comme si on s'était jamais quitté, là, finalement. C'est ça. Aujourd'hui, ben là, les choses sont un peu différentes parce qu'on fait chacun nos vies, puis on a nos vies de famille et tout le tralala, là. Mais pour moi, en tout cas, là, c'est sûr et certain là, que la camaraderie, ça reste quelque chose, effectivement. J'aborderais dans le même sens aussi qu'Alex. Moi aussi, l'armée m'a donné un niveau de confiance que j'avais pas trop... Parce que moi, à l'école, ici à Amos, je me suis fait écœurer pas mal. Des bulliers, il y en a eu ici, là, je les nommerai pas, puis sans nommer leurs fonctions non plus, là, parce qu'il y en a encore à Ramos. Fait que quand je suis rentré de l'armée, tu t'entraînes, puis oui, viens, t'es capable, puis non, viens, tu me lâcheras pas des mains, puis là, tu vas me réussir ça, tu sais. Fait que ça m'a... Quand je suis sorti de l'armée, là, puis je suis revenu ici à Amos, là... tu sais, là, j'avais pas une overdose de confiance en moi, mais je savais que là, j'étais capable d'accomplir plus des affaires, j'étais plus capable de m'affirmer, j'étais plus capable de confronter justement la gang de bullies que j'avais pognée ici à Amos durant mes années secondaires. Ça fait que, tu sais, ça m'a donné une colonne vertébrale. On parle beaucoup de, justement, camaraderie. En quelque sorte, c'est un peu une façon aussi, quand... Tu sais, lean on me, en anglais, on dit lean on me, que chacun soutient l'autre dans les moments les plus difficiles, autant beaux moments que les moins bons moments. Notre expression, nous. Oui, c'est quoi? Gratte mon dos, je vais gratter le tien. Oui, ben c'est ça. Veux pas, dans l'armée, ça prend ça, parce que ça peut être dangereux sinon. Quand tu es au combat, c'est vérifie de ton côté, je vais vérifier ton dos. T'es jamais quelque chose... On était interdépendants. Oui. Moi, quand je suis arrivé, le premier... parce que moi, je suis parti le 10 août 2007 de la garnison de Valcartier. Je suis arrivé en Afghanistan le 11 août. La première semaine, le premier 2 jours et demi, c'est de la formation. Puis 2 à 3 jours. Puis après ça, il t'envoie. Moi, étant donné que j'étais le seul qui était qualifié machinerie lourde, donc engin de chantier, pelle mécanique, tout ça. Plus, mais on était seulement 2 du contingent canadien avec les engins de déminage.
Moi, ils m'ont envoyé sur la ligne de front avec les ingénieurs de combat. Puis, moi, ça faisait 7 jours total que j'étais en Afghanistan, 3 jours que j'étais sur la ligne de front. On a eu notre premier mort, notre premier casualty, c'est le soldat Simon Lantagne. Puis, je suis arrivé là-bas, puis, ça a commencé à tirer. C'est sûr que là, tu regardes tes chums, puis ton chum à côté, tu dis non, inquiète pas gros, je te couvre, tu peux faire ta job que tu as à faire pour qu'on puisse s'en aller. Donc, c'est un peu ça, tu sais, il y a... La camaraderie fait que moi, je vérifie pour toi, toi, tu vérifies pour moi. Puis par après, moi, je sais que même maintenant, mon ami ou certains gars avec qui j'étais, j'arriverais, je dirais, hey, j'ai vraiment un gros problème, là, je viens de me séparer, j'ai besoin d'argent, de quoi de même. Le gars, il dirait, exemple, quand moi, je suis sorti de l'armée, les gars savaient tous que je m'en allais rejoindre ma femme en Allemagne. Il fallait que je vende ma voiture, je disais, si tu vends trop vite, regarde mon gros, moi j'ai deux voitures, là les clés. J'ai jamais connu ça ailleurs. Les gars disaient, t'as-tu besoin de quoi? Non, ma voiture, t'as-tu besoin d'un peu d'argent? As-tu besoin d'entreposer des choses? C'est ça que t'es vraiment tellement body. Puis le cours de recrue est fait pour qu'on apprenne ce système-là, de toujours s'entraider, parce que la chaîne est aussi faible que le maillon le plus faible. Donc, on veut toujours s'organiser que nos maillons sont très, très, très forts. C'est ça, et très serrés en même temps. Exemple, oui. Une autre anecdote qui est arrivée. Moi, sur notre mission, on a eu un autre décès. On a eu 12 décès sur ma mission. Puis, on a eu le premier médical qui était décédé. Puis, il y a eu besoin d'avoir un remplaçant. Le remplaçant, ça a été une de mes amies avec qui j'ai fait mon cours de recrue. Une fille que j'étais très, très, très proche avec. Puis, quand elle est arrivée sur la position avancée où est-ce que j'étais, qui s'appelait Massoumgar, MSG, la première chose qu'elle a demandé, elle savait que moi, j'étais cantonné là, que j'étais positionné là. Elle a dit, c'est où la maintenance? C'est où est-ce qu'ils sont les mécanos? Fait qu'ils ont dit, c'est là-bas. Elle est descendue du convoi, elle est rentrée dans le garage, puis elle a dit, mon surnom, c'était Tiraille. Elle a dit, il est où Tiraille? Puis quand elle m'a vu, elle m'a sauté d'un bras, elle est partie à pleurer parce qu'elle avait peur. Parce que son ami qu'elle connaissait était décédé. Il fallait qu'elle aille dans ses souliers. Il fallait qu'elle aille reprendre le flambeau. Où est-ce qu'il a comme laissé. Donc, mais juste le fait de savoir que j'étais là, ça l'avait rassuré. Fait que, comment expliquer ça? Je ne sais pas si ça se vit dans le civil, peut-être aussi. Là, je ne veux pas m'avancer. Merci. C'est vraiment intéressant ce que vous apportez parce que je pense que, veut pas, en quelque sorte, vous devez avoir quelqu'un dans l'armée qui a un certain rôle et son rôle à lui, c'est de protéger son coéquipier. Il doit avoir quelque chose comme ça ou c'est naturel ce qui se passe là. On s'entraide puis ça vient de finir. Là, y penser. Ça se développe. Ça se développe. Oui, parce que comme Étienne vient de le dire, à l'école des recrues, justement, il est en train de... À l'école des recrues, tu sais, les tâches communes, tu n'as pas le choix de les faire à la gang. Fait que si ta tâche commune est pas bien faite, ben c'est pas rien que toi qui mange la merde. Toute la gang avec qui tu as fait tes tâches communes mange la merde. Fait que tu n'as pas le choix d'être une entraide. T'sais. Fait que ça s'apprend. Il y en a pour qui peut-être que c'est pas instinctif de naturel, parce qu'il y en a dans l'armée qui rentrent, sont des introvertis, ils font des petites affaires. Puis il y en a dans l'armée qui c'est des extrovertis, qu'eux autres qui sont ouverts à toutes ces affaires-là. Fait que c'est un processus. OK. Puis si on passe à vous, c'est quoi l'événement marquant positif qui est arrivé pour vous? C'est à peu près la même chose que tout le monde. Okay. Mais moi, quand je suis revenu de mission, la chose que j'ai remarqué, je vivais à Québec à cette époque-là. Puis, quand vous êtes en mission, vous ne pouvez pas aller où vous voulez, vous êtes restreint, vous êtes cantonné à une place, vous n'avez pas le droit de sortir après telle heure. Et si vous sortez, vous devez être tout le temps armé, etc., etc. Moi, je me rappelle, je suis revenu de mission, puis la semaine d'après,
Je marchais dans les rues de Québec, t'as bien 9 heures le soir. On vit dans un beau pays. On vit dans un maudit beau pays. C'est ça, hein? C'est là où on prend conscience beaucoup plus Ouais, quand on vit des événements qui sont plus difficiles. Pas de restrictions, pas de danger de se faire tuer n'importe où. Oui, mais... La première chose que tu fais quand tu te lèves, autant Alex en Corée que, voyons, Yves en Haïti, quand tu sors de je sais pas comment c'était à Haïti, mais voyons, nous autres on dormait sur des lits de camp, là. Ben, quand que tu sors de ton lit de camp, le rituel, en Afghanistan c'était comme ça, c'était tu shakes tes bottes pour être sûr qu'il n'y a pas de scorpion ou de cochonnerie de même. Tu mets tes bottes, la deuxième chose que tu fais en te levant, tu prends ton arme, tu la mets sur toi. Tu fais jamais ça ici, peut-être aux États-Unis. Ici, non. On vit, comme il dit, on vit dans un... Mais là-bas, la première chose que tu fais avant de sortir de ton... Où est-ce que tu vis, tu t'armes. Puis pourtant, on est dans un périmètre qui est sécurisé, mais il faut que tu aies ton arme en tout temps. Wow. Là, j'ai un extrait à vous faire écouter. Vous allez pouvoir regarder la télé qui est juste à côté de vous. J'ai un extrait à vous faire écouter d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Lavigne. C'est André Lavigne qui a, vous le connaissez, qui a 101 ans. C'est lui qu'on a fêté l'année passée? Oui, c'est ça. Alors, André, je joue au golf avec. Ah oui, hein, c'est ça. Cette année, avez-vous joué au golf avec lui aussi? Oui. Ah bon, ben c'est un grand ami, donc un camarade. Donc, je vous le présente à l'instant. On s'en va écouter un extrait. Le 5 avril, on se trouvait, le régiment, à Zutphen, en Hollande. OK. Et puis, là, il fallait prendre la ville. Mais la ville, c'était la ville la plus défendue de toute la Hollande. C'était défendu par les SS allemands. OK. Les SS allemands, ça, c'est Schutzstaffel. Ça veut dire élite. OK. Groupe d'élite. Fait que c'était un groupe d'élite. Oui, c'était ce qu'il y avait de vie en fait de soldats. OK. Et puis, il y avait aussi quelques Hollandais qui avaient coopéré avec les Allemands durant la guerre. Ils avaient profité avec du marché noir. Puis qu'eux autres, ils savaient qu'en perdant la ville, les Allemands, eux autres étaient passés en procès. Et puis, ils étaient en danger d'être fusillés. OK. Oui. La ville était très défendue. Mais à la porte de la ville, le commandement a changé sur cette tactique. Au lieu d'attaquer un côté de l'autre, on a décidé d'attaquer, en anglais, on appelle ça single file, mais le terme anglais marche dans l'armée. C'est en file indienne. OK. C'est un allié de l'autre. OK. Alors là, mon peloton était près de la route qui traversait la ville de Zutphen. Alors, c'est mon peloton qui a été fusillé. Puis, dans le peloton, il y a 3 sections, dont un caporal en tête, un mitrailleur, comme moi j'étais, puis assistant mitrailleur et des fantassins. OK. Alors là, c'est mon peloton qui a attaqué la ville, mais mon peloton, ils ont choisi ma section. Ça veut dire que le premier qui est rentré à Zutphen, c'était mon caporal. Et j'étais le deuxième, et l'assistant. Oui. Et puis c'était très dur parce que après le dénombrement, là, le régiment a perdu 40 blessés à cette bataille-là, puis 12 morts. OK. Puis moi, ma section, là, sur les 4 premiers qui sont rentrés en ville, il y en a 3 morts. Oh! Puis moi j'étais blessé. OK. Oui, j'étais évacué. Et puis là, j'ai vu mourir mon caporal. Votre caporal est décédé devant vous? Oui, c'est une des morts les plus émouvantes que j'ai jamais vues. Ça devait être un stress énorme. Et il y avait dans sa main le portrait de sa petite fille. Oh!
il ne l'avait jamais vue vivante. Moi, ça me donne des frissons. C'est très émouvant d'entendre une histoire comme ça. On a parlé d'histoires, d'événements marquants positifs, mais ça, pour lui, pour M. Lavigne, ça a été une histoire qui était un film d'horreur qui s'est produit le 5 avril. Est-ce qu'il y a des choses comme ça pour vous qui viennent vous chercher? Oui. Est-ce que vous voulez en parler? Ou... Ben oui. Ça faisait déjà quelques mois qu'on était en Corée. Et puis, on était sur le code 355. Et on a été encerclés par les Chinois pendant 3 jours de temps et 3 nuits. Et là, on a perdu 16 de mes confrères. Et puis, il y en a 30 qui ont été blessés, 2 prisonniers. Ça a duré 3 jours, 3 nuits. Ce qui nous a sauvés, nous autres, c'est notre peloton de mortiers. Parce qu'on appelait, lorsque les Chinois venaient, puis ça venait, ils étaient nombreux. On appelait notre mortier, puis they were shelling our position. On se faisait bombarder notre position, nous-mêmes. Et puis, on nous a dit que durant ces 3 jours-là, ils ont dépensé 15 000 bombes de mortier sur cette position-là, 355. Et puis, comme j'ai dit, on était 16 morts, puis des blessés, puis des prisonniers. C'est Léo Major, hein? Oui. Oui, justement. Léo, t'en as parlé? J'ai regardé. Il était là, Léo. Oui. On n'était pas dans le même peloton. On était à la compagnie D. Et puis, son peloton à Léo, je pense qu'ils ont été overrun. Oui. Et puis, ils sont retirés vers mon peloton à moi. C'est un autre personnage qui est vraiment comme mythique, là, Léo Major. C'est un héros de la Deuxième Guerre. Oui. Oui, c'est le Rambo québécois. Ils ont eu c'est Alain Stanquet qui fait beaucoup de reportages sur les anciens vétérans, les anciens combattants. Puis le régiment de Maisonneuve, je crois, qui ont fait un film sur Léo Major. C'est un héros. Oui, c'est il a un fait héros. une décoration de la Deuxième Guerre, aussi la guerre de la Corée. C'est un héros. Il a pris une ville à lui tout seul. Hein. Oui, en Hollande, il a pris une ville toute seule. Ouais. Wow! Oui. Extraordinaire. Il était avec un dénommé, un gars des îles de la Madeleine, son compagnon s'est fait tuer. Puis... Oui, exact. Ils étaient 2, oui. T'as connu Léo, toi? J'ai pris les reportages. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais j'ai eu... en étant militaire, on a toujours un petit peu... On aime l'histoire militaire aussi. On veut pas. Donc, c'était un peu ça. Étant donné que moi, en plus, j'ai vécu en Allemagne, j'ai appris l'allemand, c'était ça que je voulais apprendre, qu'est-ce qui se passait dans les reportages des documentaires de la Deuxième Guerre mondiale. C'était plus facile aussi comme ça. Mais non, c'est ça, le 355 là, que Alex il parle, c'est vraiment de quoi de très mythique. Le Royal 22e ont fait vraiment une grosse bataille. Deux de mes compagnons, suite à ça, nous ont envoyés au Japon pour un repos, Rest and Recuperation. Repos et récupération. Une récupération. R&R. Ça, c'était 2 des gars qui étaient avec moi sur le 355. Je vais vous présenter à l'écran. Donc, vous êtes où ici, là, vous? Au Japon. Non, mais vous êtes situé où? Oui, la flèche. Donc, ici. Et ça, c'est vos compagnons de travail à côté? On était dans le même peloton. Dans le même peloton. Ça fait qu'on était allés en Japon pour un R&R ensemble. OK. Ouais. My God, you were young. And then some! That was 72 years ago, hein? 72 ans. Ben oui, 72 ans plus tard. Wow! Hein? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez une photo comme ça?
I feel very lucky Oui. to have had friends like that and to have come through with it, you know. But, no. But Puis, proud too, hein? they were older than me, puis ils sont décédés maintenant. Ah. But we kept in touch all the time. Ouais. C'était pas des gens du Québec? Oui, Oui, c'est des c'est des gens Québécois. du Québec, Ouais, ouais. ouais. 22e. C'est C'est des 22. des membres du 22e. Même 22. On voit sur les écussons, c'est des membres du 22. 22e, OK. comme Alain. L'insigne sur son BRS. c'est L'insigne du BRS, C'est c'est la le même Royal chose. 22e Ouais. régiment. OK. Le seul régiment canadien-français d'infanterie. OK. Ouais. Wow. Deuxième bataillon. Ben, c'est une très belle photo. Merci beaucoup de l'avoir apportée Ben oui. pour nous. Et dans la marine, est-ce qu'il y a, des Dans la événements marine, il y a marquants? des événements marquants, mais à moins que tu te fasses tirer dessus, là, et je veux dire, il n'y a pas... il y a des mauvais moments. Moi, je me rappelle, on a fait ce qu'on appelle en anglais des World Cups, là, c'est des entraînements de guerre. OK. Pendant 3 semaines de temps, 24 heures sur 24. OK. Puis à bord du destroyer, ils ont une unité d'entraînement qui s'appelle Sea Training. Ça, Sea Training, la plupart, c'est des adjudants ou des adjudants-maîtres, des adjudants-chefs qui sont très bien cotés dans la marine, qui connaissent le métier sur le bout des doigts. Puis là, ils débarquent sur ton bateau. OK, on décolle 3 semaines. Ça fait que tu manges pas bien, tu dors pas bien, tu te laves pas bien, tu es stressé. Tu sais, là, t'es à fleur de peau tout le temps. Fait que ça, des mauvais événements, tu sais, des mauvaises journées ou tu sais, des mauvaises périodes, là, tu sais, j'en ai connu, des événements marquants où dans la marine, en tout cas, tu sais, on s'est pas fait tirer dessus, fait que j'ai pas, heureusement, tu sais, que j'ai pas perdu de coéquipier ou de quoi que ce soit. Mais c'est juste que le fait que d'être sur un bateau, tu es en mer, tu sais, quand tu finis à 4 heures, toi, ta journée, tu peux dire à ton chum, on va aller au Tim Hortons, on va aller voir un film. Quand tu es dans la marine, tu es en pleine mer. Moi, j'étais dans le plein milieu du Pacifique. Tu peux pas sortir, là. Fait que tu as les gars en face tout le temps. C'est 24 heures sur Puis là, ce qui 24. arrive, c'est que là, quand il y a une situation, ben c'est parce que là, admettons, c'est pas juste, admettons, ton confrère puis toi qui le vis, là, c'est toute ton unité, c'est tout le département, puis veut pas, à la longue, à un moment donné, c'est tout le bateau au complet qui le vit, là, tu sais. Fait que- Mais sinon, étrangement, ou en tout cas, moi, je sais bien que, peut-être qu'on en parlera un peu plus tantôt, là, mais c'est pas nécessairement que c'est traumatisant, mais c'est juste que le fait que quand moi, je suis sorti de l'armée, j'ai eu une certaine difficulté à me réadapter avec la vie civile. Ah oui, OK. Ah, solide. Ça, OK, là, ouais, c'est... le ouais. après, hein, Le c'est after, ça. ouais, c'est en plein ça. Ça, là, j'ai trouvé ça dur. Fait que, tu sais, là... Excuse-moi Ouais. de te couper. C'est correct. Qu'est-ce que tu as trouvé dur? Est-ce que c'est le fait que tu perdais comme une famille ou c'est de se réadapter? Ben, il y a un peu des deux, c'est parce que tu perds la famille, oui, mais évidemment, je veux dire, cette famille-là, on est porté à la perte pareil, parce qu'il y en a des gars qui partent, il y en a qui quittent l'armée, il y en a qui sont des nouveaux postings, des nouvelles affectations, on peut mettre un instructeur ici, entraîneur là, ci, ça. Mais c'est de réadapter à la vie civile, parce que moi, j'ai tout le temps dit, puis je le pense encore aujourd'hui, le monde de la vie civile n'a pas appris à think outside the box. Dans l'armée, tu apprends à penser en dehors de la boîte. Tandis que dans le civil, tu ne l'apprends pas, ça. Tu sais, j'ai eu la chance de travailler. J'avais expliqué ça justement à Étienne un moment donné. Tu sais, il y a des situations qui arrivent, admettons, sur ton lieu de travail. Là, tu lui demandes, OK, tu fais quoi avec ça? Puis là, ils sont là, puis ils te regardent, puis bon, mets ça là, puis on attendra. Tu sais. Fait que moi, une chose que j'ai trouvé difficile, c'est quand on est sorti de l'armée, quand le bureau de Rouen existait encore, c'est qu'il n'y avait pas de suivi. Tu sais, l'armée, on dirait, comme après, faisait pas un suivi avec toi et dire, bon, tu veux-tu t'en aller au cégep? Tu veux-tu faire un cours? Tu sais, là, il y avait pas... Vous étiez libre Ouais, vous-même, effectivement, là. parce que, tu sais, on s'entend-tu que, tu sais, mettons que comme je prends comme Alex, là, tu sais, là, il sort, lui, là, de 3 ans de formation, de parachutiste, là. Ça fait quoi, tu sais? C'est ça. Qu'est-ce Ça qu'on fait quoi dans la après? vie? Ouais. Tu sais, Exact. moi, j'étais opérateur à d'or, sur les bateaux. J'ai passé des examens pour être contrôleur aérien, puis j'ai pas passé. Ah, oui. Parce que c'était pas la même affaire par tout. Ah non, mais pas du tout. Tu sais, ça a été difficile pour moi, ce nouveau. C'est vrai qu'il y a plusieurs aspects que nous, en tant que civils, qu'on ne sait pas. Tu sais, on entend certaines affaires, mais on ne connaît pas du tout l'aspect que quand vous sortez de là, qu'est-ce qui se passe après? Il y a une autre vie qui se passe après ça. Là,
on a presque plus de temps. Moi, j'aurais juste un petit mot à rajouter là, Ouais. avant de passer la parole. Là. Mhm. Puis, de ce que j'ai appris dans mes 23 ans d'armée, là, c'est la résilience, l'acceptation Ouais. des choses. Puis, tous les gens qui sont allés en mission, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a personne qui ne change pas quand ils vont en mission. Il y a des personnes qui, oui, vont revenir avec des stress post-traumatiques. Ouais. Des vrai. gens qui vont être marqués jusqu'à la fin de leur jour, mais il y a toujours du positif dans tout ça. Moi, de ce que j'ai appris en 23 ans, justement, avec la résilience, c'est la patience. Si vous regardez autour de la table, je vois pas de personnes qui sont très nerveuses. On est ici parce qu'on le veut bien. On s'est enrôlé dans l'armée parce qu'on le voulait. Moi, je suis fier de ce que je fais, puis je vais continuer à le faire tant que je vais être capable de le faire. Ben, vraiment, c'est un beau mot de la fin. Oui, oui. Merci. c'est Très bon, ça. beau mot de la Merci. fin. Je ne peux rien dire de plus que de vous dire merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation pour commémorer en quelque sorte le jour du souvenir. Et en plus, cette émission-là, elle a été créée pour faire une chose, c'est d'éduquer la population sur l'aspect de pourquoi qu'on doit commémorer le jour du souvenir et pourquoi que c'est le 11 novembre. Donc, c'est un peu d'informations qu'on amène. Et vraiment, autour de la table aujourd'hui, vous êtes des belles personnes. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on se laisse sur la fin. J'ai pas d'autres mots à dire qu'un gros merci. Puis bonjour du souvenir à vous tous. Maintenant, vous le savez, qu'est-ce que ça veut dire le jour du souvenir. Puis vous pouvez aller la commémorer. Ciao tout le monde.